Psychanalyse urbaine, il y a deux termes, comme vous le soulignez dans la leçon numéro 3, deux termes comme urbanisme et psychanalyse font déjà froid dans le dos, alors qu'ils sont présentés séparément, associés l'un à l'autre sous l'appellation psychanalyse urbaine. On peut comprendre qu'ils placent des froids et en rebute plus d'un. Moi, ce qui m'a laissé d'effroi, c'est d'apprendre que vous n'êtes ni psychanalyste ni urbaniste et vous permettez de vous lancer dans une opération telle que la psychanalyse du monde entier. Oui, c'est vrai que j'ai soupçonné longtemps et encore aujourd'hui d'escroquerie. Alors, vis-à-vis des urbanistes, ça va beaucoup mieux. Oui, parce que régulièrement, ils nous invitent dans leur congrès, leur colloque. On donne des cours de psychanalyse urbaine régulièrement. On travaille avec les spots chez Madison. On fait des spots, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc les urbanistes nous accueillent à bras ouverts. Ça les ventile. Ça les ventile, ça les régénère, ça réinvente leur pratique. Ils s'inspirent de plus en plus de nos travaux. Quant aux psychanalystes, c'est beaucoup plus difficile. Parce que c'est quand même des gens qui sont attaqués de toutes parts. Freud a fait un beau travail, c'est vrai, mais il n'est peut-être pas allé assez loin. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aux psychanalystes, qui se sentent agressés quand même par notre travail. Régulièrement, on a des problèmes. D'autant, effectivement, que je n'ai pas suivi d'analyse. Ça m'aurait pris trop de temps et j'aurais dû faire débuter cet ouvrage en 2060, 2070. Donc j'ai pris le risque d'y aller sans me faire psychanalyser. Mais je crois que ce livre constitue une auto-analyse en soi-même. Parce qu'en psychanalysant la zone de l'Union, c'est une zone entre Roubaix, Tourcoing et Waterloo, je suis tombé sur moi-même et j'ai dû me psychanalyser à toute vitesse. Je ne sais pas si ça a été réussi, mais je vais mieux quand même. Voilà donc. Alors l'idée c'est de prendre, pour reprendre aussi vos mots, de prendre la position du thérapeute pour essayer de soigner le monde en l'accompagnant dans la prise de conscience de sa propre responsabilité. C'est-à-dire que le monde est responsable de ses propres maux. C'est là que vous voulez aller. Oui, parce que un des dictons de la psychanalyse urbaine, c'est un vieux proverbe bolivien qui dit qu'il vaut mieux craquer une allumette que dire du mal de l'obscurité. Le principe étant que les gens, dès qu'il y a un problème, ils disent c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon voisin, c'est la faute de tout le monde sauf de ma faute. Donc là, l'idée c'est de chercher des solutions plutôt que de dire oh les politiciens quand même, ils font vraiment n'importe quoi. Donc là, c'est des idées qu'on propose aux politiciens aussi, pour qu'ils s'en inspirent. Je sais que cet ouvrage circule dans le bureau de la mairie de Lille. Je ne sais pas qui est maire aujourd'hui, je sais, parce que j'avais plus Lille. Mais en tout cas, c'est en train d'influencer tout le monde politique. On est, c'est vrai, Fabienne, tu confirmes, très bien accueilli par les politiques, notamment en Bretagne. Alors, c'est parce qu'il y a un passé druidique très fort, donc les gens sont habitués à faire des audits pour n'importe quelle raison. Donc on est vraiment bienvenus là-bas. Et à Marseille, on a été vraiment accueillis à bras ouverts par le préfet qui a été nommé en toute urgence là récemment. Et on lui a donné 2-3 conseils pour qu'il puisse s'en sortir. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de proposer des solutions et que tout le monde s'y mette plutôt que de dire que c'est la faute des politiques. Nous reviendrons sur la ville de Marseille qui a une histoire, comment dire, pour le moins douloureuse, qui les marque encore aujourd'hui, aussi profonde leur être chacun. Pour ce travail, cet immense travail de psychanalyse urbaine, vous utilisez, puisque psychanalyse il y a, le vocabulaire de la psychanalyse plutôt lacanien. Là, sérieusement, on a trois filtres. On utilise la pensée lacanienne parce que moi j'ai une grosse formation en jeu de mots. J'ai habité longtemps une famille nombreuse où il fallait faire 2 heures, 3 heures de jeu de mots par jour, sans compter tout ce qui était fabulation, comique de situation. Donc au niveau lacanien, je touche ma bille. Freud fait voir du sexe partout. Ça va. Niveau jungien, là c'est plus mystérieux, fantastique.
Et là, effectivement, c'était quoi la question? Ah oui, donc après, c'est quand même on nous l'a souvent dit, c'est un peu de la psychanalyse de comptoir. Parce que si on voulait aller vraiment là, si on voulait vraiment aller loin en psychanalyse, il faudrait reprendre l'œuvre de Jacques Lacan. Rien que lire un paragraphe de Jacques Lacan au défi, c'est pas facile et on perdrait notre public. L'idée, c'est quand même. C'est vrai, on perdrait notre public. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la simplicité, le ça, le moi sur moi par exemple, mais on l'a remplacé par le ça, le toi, le sur toi. On utilise des trucs assez simples, des pénétrations par derrière, par devant, le dip, mais pas trop quand même. Rien que faire utiliser le nœud borroméen avec la relation entre le réel symbolique et l'imaginaire, on a essayé 2 fois et tout le monde s'est sauvé. On est dans la simplicité. Il y a dans le vocabulaire que vous utilisez, outre le vocabulaire existant, donc le vocabulaire par exemple lacanien ou freudien ou jungien, il y a les créations propres à la NPU, et notamment des idées dont peuvent s'inspirer les mairies, les préfectures, par exemple ces zones d'occupation bucolique. C'est un grand projet, ça, c'est une belle idée. Alors effectivement, dans beaucoup de villes qu'on a psychanalisées, on s'est aperçu qu'on avait quelque part affaire à des villes mortes, où il y avait très peu de vie sociale. Les places des villes aujourd'hui, c'est des agences immobilières, un PMU, des banques, et aussi peut-être parfois un lunetier, une pharmacie, mais il n'y a vraiment plus de vie sociale, les villes sont mortes. Donc pour essayer de les refertiliser, on a donc inventé ce concept de ZOB, avec l'idée de refertiliser les villes avec des propositions liées à la fin de la civilisation industrielle, donc des mouvements de deuil en hommage aux entreprises disparues. Un souci bien sûr de développer l'agriculture de proximité en inventant une 2e génération des jardins ouvriers qui seraient des jardins chômeurs. Où là, on invite bien sûr ces primo-agriculteurs à cultiver des produits à forte valeur ajoutée qui seraient commercialisés dans des relais H. Concrètement, des cafés essentiellement fumeurs pour créer des idées. Les gens fassent des brainstorming géants, on trouverait des nouvelles solutions. À côté de ça, on a des propositions comme les Hug Centers, là c'est un peu freudien, c'est des centres du câlin. C'est des lieux d'inspiration bonobiste. Vous créez du lien social par la caresse, la tendresse et toutes sortes d'échanges avec un ou plusieurs partenaires de votre choix. Et on a aussi des... Bon, je détaille toute la panoplie parce qu'on a les projets de cimetières festifs, ascenseurs spirituels, centres de connaissances communes partagées, CCCP, pour Pôle emploi. Toutes sortes de propositions que vous pouvez découvrir dans le livre. Commencent à être reprises ici ou là, notamment les cimetières festifs. Parce qu'on est soutenu par 3 associations, c'est Cimetière en Fête, les Joyeux Crématistes, Agonie Amusante. Ça avance, on a des projets un peu partout en France qui sont lancés. Alors, pour analyser une ville, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées. Puiser dans son histoire, mais aussi puiser dans le langage, ce que vous appelez la cryptolinguistique. Puiser dans la géographie de la ville, ce que vous appelez la morphopsychologie. Pardon, morphocartographie. Faites attention. Vous êtes... Je suis psychanalyste. Vous allez même jusqu'à évoquer l'astrologie urbaine. Oui, l'astrologie urbaine, alors là... Niveau astrologie urbaine, on a rencontré quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui habitait à Nonay, Ardèche, fin fond d'Ardèche, ville polynévrosée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle était astrologue urbaine, alchimiste en même temps, et elle nous a dit que dans Annonay, il y avait 3 N. Ça s'écrit à 2 NO, NAY, donc pourquoi tant de N? Voilà. C'était lacanienne aussi, donc on s'est tout de suite bien entendu. Et elle nous a proposé un traitement, changer le N en M, ça faisait amomé.
On trouvait que ça arrangeait pas les choses. Donc on a essayé remplacer l'âne par la chèvre, ça faisait chevronner. On a changé la chèvre par la biche, ça faisait bichonner. Mais la solution qu'on a trouvée, c'est d'enlever tous les N et ça faisait la ville d'Ahoué. Et la ville d'Ahoué, c'est beaucoup plus dynamique. Et elle prétendait faire de l'astrologie urbaine, mais en fait, on n'a plus de nouvelles depuis plusieurs années. Par contre, récemment, dans le bocage normand, on a rencontré une kinestésiste qui détecte des sources avec un pendule sur des cartes. Et on lui a dit, vous pouvez pas faire ça sur les villes. Et hop, ça y est. Elle arrive à détecter les zones d'énergie, les zones basses, les liens, les flux sacrés. Et elle propose des thérapies. Et elle est capable de libérer des chakras urbains. Donc c'est devenu un peu l'acupunctrice urbaine de l'AIPU. Et ça, on est en plein Jungien. Et waouh. Ah ouais. Alors là, vous allez voir. On n'a pas encore vraiment travaillé avec elle, mais elle nous a envoyé des cartes. C'est pour vous dire que c'est une science qui est empirique et elle avance au fur et à mesure. Donc si vous avez des compétences même bizarres, vous pouvez nous en parler. On recrute. Alors justement, l'analyse. Tout seul, on n'arrivera jamais à psychanalyser le monde entier. L'idée du livre, c'est d'offrir l'outil pour vous en apparier, que vous puissiez nous aider. Alors justement, vous précisez dans la deuxième leçon que l'analyse urbaine se fait toujours par tâtonnement progressif. Et il faut que la ville accepte de se faire tâter un peu partout, même à des endroits qui peuvent paraître a priori gênants, voire indélicats. Quelles difficultés vous avez rencontrées dans ce tâtonnement? Vous voulez parler des nains Beaumont? Bon, qu'est-ce que c'est Hénin Beaumont? Alors, tout le monde, c'est d'abord Hénin Liétard, vieille ville minière en train de. Alors, qui c'est qui téléphone sans arrêt? Qui téléphone sans arrêt? Non, c'est pas. Vieille ville, Hénin Liétard, en pleine dépression économique au début des années 70, 70. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit qu'il y a une ville, un village agricole juste à côté, une sorte de ville vierge, vous voyez ce que je veux dire? Alors elle, c'est une vieille ville. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette vieille ville, elle se jette sur la jeune vierge Beaumont et ils font un mariage forcé et Beaumont. Qu'est-ce qu'ils font comme enfants? Un centre commercial géant. Et qu'est-ce qu'ils font pour financer? Après, c'est des spoliations. C'était de la corruption de partout. C'est une ville corrompue jusqu'aux oreilles avec des maires psychopathes. C'était le pire cas. Et quand on a fait la restitution, on n'a pas osé tout dire ce qu'on avait dit. C'est là que vraiment, Hénin, Beaumont, c'est waouh. Ça fait peur. Et ça, c'est des moments où on a beaucoup de mal on a beaucoup de difficultés à travailler, on a des cas très douloureux. On applique beaucoup la ville dans sa psychanalyse. Comment? On applique beaucoup la ville dans sa psychanalyse. Elle prend les choses en main aussi. Elle prend les choses en main après, si elle veut. Et on a eu des cas extrêmement douloureux. On a travaillé sur Alger. Donc là, on a dû prendre tout ce qui avait fait les Français là-bas. D'accord? Et en tant que psychanalyste français, on n'était pas très bien vu. Et là, le cas qui va nous occuper l'année prochaine, c'est Drancy. Donc tâtonnement là. Vous avez commencé par Vierzon. On parle de désastre humain sans précédent pour l'expérience que vous avez menée à Vierzon. Concernant Vierzon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a été le premier cas d'étude, donc on n'avait aucune méthode, aucun protocole d'enquête, aucun moyen. On y allait quasiment à l'improviste, bénévolement. Et donc on a été commandité par quelqu'un qui voulait vraiment se moquer de la ville de Vierzon. Par exemple, il disait que le maire s'appelait Monsieur Sansu. Et donc c'était le dernier maire communiste de la région et il y avait un sens caché à trouver. Vous voyez l'ambiance du commanditaire. Donc l'enquête a été un vrai désastre. Les gens ne veulent plus nous parler là-bas. On a envoyé des courriers, le maire n'a jamais voulu nous répondre. Et dans le premier chapitre, on envoie une lettre d'excuse au maire. Et là, Benoît, qui est le directeur de la Contralée, je ne sais pas où il est.
tu es là, Benoît. Il a reçu des courriers, il est parti. Il a reçu un courrier de Vierzon ce matin pour qu'on puisse s'expliquer avec le maire par rapport à ce qui s'est passé. Donc on va essayer de renouer le contact et proposer une vraie thérapie parce qu'on va revenir là-bas avec 5 ou 6 ans de compétences. Alors, parce que en plus, le cas de Vierzon est compliqué, vous y décelez, parce que vous avez travaillé à Vierzon, hein, ça a donné ce que ça a donné, mais vous avez travaillé et vous y avez décelé une névrose de l'ordre de la schizophrénie dégénérative aiguë. Elle peut s'en sortir avec ça, la ville de Vierzon? Grosso modo, Vierzon, ça s'est coupé en 4 au fil de l'histoire. Vierzon-Ville, Vierzon-Centre, Vierzon-Bourgneuf, Vierzon. C'est très rare dans l'histoire des villes que les villes se coupent en plusieurs morceaux. Elles ont tendance plutôt à absorber les villes avoisinantes comme Lille, l'a fait avec Ouadem, Moulins, etc. Et là, elle s'est coupée en 4, juste avant la réunification de 1937, tout le monde s'en souvient. Et avant la guerre 40, qu'est-ce qui se passe à la guerre 40? On trace la ligne de démarcation et elle passe au milieu de Vierzon. Et il y a eu Vierzon Nord et Vierzon Sud. Donc elle n'a pas arrêté d'être coupée en 1000 morceaux, les habitants sont très divisés entre eux. Et le travail qu'il faut faire, c'est les réunir autour d'un projet fédérateur et aussi enterrer la chanson de Jacques Brel. T'as vu voir Vierzon, moi j'ai vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et j'ai vu Vesoul. Alors il faut savoir qu'à Vesoul, cette chanson a été bien prise. Il y a un musée Jacques Brel, il y a des rues Jacques Brel, il y a des pâtisseries Jacques Brel en forme de Jacques Brel que du jambon. Et alors qu'à Vierzon, c'était vraiment la honte pour eux cette chanson. Et on a proposé dans le traitement que la sœur de Jacques Brel, donc Francisca Brel, une chanson plus... C'est lacanien, c'est un traitement lacanien de base. C'est une façon de leur redonner espoir avec une autre chanson qui les valorise. Il y a un système de aussi à Vierzon, il y a 2 mairies. La schizophrénie continue. Alors réunir ça, mais alors réunir tout ça pour y arriver, parce que vous avez fait des miracles à Tours, avec une nouvelle entente entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, avec ce point zéro que vous avez créé, que vous avez inventé. C'est quelque chose de tout à fait magistral. Vous pouvez montrer des photos? Oui, c'est un peu bon, on ne peut pas expliquer tout, ça va être trop long. Parce qu'en plus c'est écrit dans le livre, comme ça les gens seront obligés de le lire. Bon, en fait, Tours et Saint-Pierre-des-Corps, c'est 2 villes qui se détestent, une ville rouge, ville communiste, et une ville blanche, la ville du Tuffeau. Donc on a réussi à les réconcilier grâce à un monument. On a baptisé le point zéro. C'était pour nous le point de départ d'une spirale de réconciliation urbaine universelle. Et on l'a inauguré en présence des maires de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. Et depuis lors, les gens des 2 villes recommencent à se parler, certains se reproduisent entre eux. Il y a des couples qui se reforment, des mixtes. La paix est revenue. Et c'est un monument que vous pouvez visiter. Il est juste sous l'autoroute, à côté de la voie de chemin de fer. Vous pouvez le voir en passant le long de... si vous voulez vous arrêter, vous dites où est le point zéro, et puis vous y allez. C'est un endroit où on célèbre des communions, des baptêmes, des mariages, des enterrements. Alors, on est au début vraiment de la psychanalyse urbaine, donc on avance par tâtonnement, on l'a dit, il y a des erreurs qui sont commises, ça peut se rattraper. Là où ça a failli être vraiment très grave, c'est la zone de l'union. Parce que là, vous dites vous-même, c'est comme si vous auto-analysiez, comme si vous aviez les doigts dans la prise et qu'un court-circuit se faisait. Cela dit, vous avez quand même réussi à déceler des choses dans cette zone de l'union. Par exemple, cette histoire de 3 mères porteuses et d'une grand-mère entremetteuse. Vous pouvez en dire un peu plus là-dessus? Rapidement, zone de l'Union, c'est une zone entre Roubaix, Tourcoing et Waterloo. Donc un projet de développement industriel autour de l'activité du textile.
et lancé par la communauté urbaine. Donc on a 3 mères porteuses du projet et une grand-mère intrometteuse de la communauté urbaine de Lille. Intrometteuse pourquoi? Parce que les 3 villes ne s'entendent pas du tout, quand on arrive sur place, bien sûr. Bon, rivalité Tourcoing-Roubaix, concours de la plus grande mairie, plus grande église, plus grande cheminée, plus grande exposition universelle. Récemment, concours de la plus belle piscine, avec le musée de la piscine d'un côté et le centre nautique international de l'autre. Et à côté de ça, Wattrelos, la petite ville rurale un peu complexée par ses 2 grandes sœurs, et que tout le monde confond avec Waterloo. Les blessures narcissiques sont précédentes. Donc comment réconcilier ces 3 villes? Là, on a fait appel au grand Jacques, Jacques Lacan. Parce que si vous regardez bien, Roubaix, vous avez une baie, un fruit, une roue, c'est le symbole du travail. Tourcoing, vous avez un coin. Et un tour, c'est le symbole du travail. Donc on a 2 villes issues du fruit de leur travail. Et dans Wattrelos, vous avez le watt, l'unité de mesure de la puissance et du travail. Et dans Relos, vous avez solaire à l'envers. Ça résonnait avec la dimension environnementale de ce projet d'écoquartier. Et ouais. Donc crypto-linguistiquement, laconiquement parlant, ce projet devenait cohérent. Et les maires des 3 villes se sont jetés dans les bras les uns des autres pour s'embrasser. Et le projet a pu être lancé. C'est un peu grâce à nous. Je confirme, mais vous précisez dans ce chapitre en psychanalyse urbaine, l'expérience montre qu'il faut savoir surmonter son désarroi si l'on veut prétendre pouvoir remonter le moral de tout un peuple, même s'il n'existe pas encore. C'était quand même prouesse parce que c'était quand même un quartier qui n'existait pas. On a quelque part psychanalysé une échographie de quartier, une échographie de projet. C'est comme si vous psychanalisiez un fœtus. Enfin, voilà, mais on l'a fait. Alors, cartographiquement, vous y voyez à Wattrelos la forme d'un lapin. Et là aussi, c'est quelque chose qui a dû sérieusement ancrer. Je vais montrer des photos. Qui a dû porter quelque chose de lourd chez les habitants de Wattrelos, ce lapin qui ne s'imaginait pas eux-mêmes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un lapin, qu'est-ce que c'est? Là, on a fait appel à l'astrologie urbaine, c'est un symbole de fécondité. Et c'est normal parce que c'est via Wattrelos que sont arrivées les vagues d'immigration belge qui ont peuplé Tourcoing et Roubaix. Donc ça a contribué à peupler Roubaix et Tourcoing. Donc c'était assez cohérent finalement. Parce qu'effectivement, en morphocartographie, on ne peut pas le montrer parce qu'il n'y a pas d'image, on voit des formes inconscientes dans le dessin des villes. Qu'est-ce qu'on a... On a vu un Goldorak dans le centre de Villeurbanne. Un caniche à Angers. On a vu vous connaissez tous le port de Marseille. Ça fait quand même un lieu de pénétration. Mais avec après la Canebière, ça fait un petit trait, puis ça fait ça. Mais vraiment, si vous me suivez bien, ça fait un diapason. Mais un diapason à l'envers. C'est une ville qui ne veut pas se mettre au diapason. Elle est comme ça, elle est rebelle. Donc, c'était hyper cohérent par rapport à la personnalité de Marseille. Alors, justement, Marseille, c'est une ville qui vient de loin, on peut dire. Qui souffre vraiment, qui a vraiment une névrose profondément cachée, qu'ils ne veulent pas reconnaître eux-mêmes. On la voit se manifester dans la conversation. Voilà, donc en décelant certaines choses, en décelant aussi les paroles des supporters de football, il y a des choses comme ça qui se révèlent. Vous détectez à Marseille une homosexualité refoulée. Bien sûr. Ça se manifeste dans les conversations, là j'apprends à la personne par l'utilisation d'un terme qui commence par E, après il y a un N, après il y a un C, après j'arrête là. Pour le retrouver, il est utilisé pour encourager le gardien au vélodrome pour qu'il dégage son camp. Le gardien de l'équipe adverse. Donc on s'est dit, étrange. Et on s'est penché sur l'histoire de Marseille. Qu'est-ce qu'on a découvert? En moins 5... Marseille, c'était une ville florissante, c'était la plus grande ville du bassin méditerranéen sous les Romains. Après Rome et Carthage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, guerre civile à Rome entre Pompée et César. Marseille,
ville qui montrait l'exemple à l'époque, elle choisit le camp des légitimistes, Pompée. Qu'est-ce qui se passe? César, en représailles, il vient encercler la ville de Marseille, il fait semblant d'attaquer par le port, et pendant la nuit, paf, il prend la ville par derrière. La ville sombre dans une dépression qui va durer 800 ans. La préfecture qui était à Marseille, elle passe à Aix, début de la tension névrotique Marseille-Aix. Et pour les Marseillais, qu'est-ce que ça voulait dire être légitime? C'était se faire pomper. Mais attendez, ça s'arrête pas là parce que Louis XIV, en 1664, notez la date, fait mine d'attaquer par le port, tac, il les prend par derrière. Donc 1664, mise en bière mais oui, c'est la gagnante, je suis désolé. On est obligé, à Marseille, ils comprennent que ça. C'est facile pour eux, ils font des jeux de mots sans arrêt. Mise en bière, et puis dernière attaque, c'est le TGV. Qui vient de Paris, pour eux c'est un gros suppositoire, enfin c'est hyper grave là à Marseille, je suis désolé. C'est freudien mais c'est comme ça, et ils disent ah ouais c'est vrai. Ok, donc maintenant ils aiment bien faire la entre eux. L'homosexualité ça va mieux là-bas. Bon je vais pas raconter ma vie. Et en plus ce train vient de Paris. Mais oui, c'est une provocation. Ouais, non, c'est une provocation. Arriver de Paris par derrière. Ce travail. Vous n'avez pas envie de faire de la psychanalyse? Si on pourrait, oui. On pourrait, oui, bien sûr. Mais ce serait long aussi. Ce travail demande quand même énormément de courage. Parce que je vous cite la page 246. Tu peux très bien psychanalyser le monde entier et te rendre compte au final qu'il n'y a pas d'autre solution que l'apoptose généralisée. L'apoptose, c'est la mort cellulaire. Se dire ça, ça donne envie de continuer quand même. L'apoptose, c'est donc la mort cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps humain, pour survivre, de temps en temps, il fait mourir des cellules qui se suicident elles-mêmes. Donc là, on est sur la route. Quand on a fait ces enquêtes, on est tombé sur des gens qui avaient des théories sur le monde entier qui étaient assez dures. Disait par exemple que l'homme manquait de prédateurs, qu'il fallait en trouver, donc ça serait bien qu'il s'auto-prédate lui-même, et les genres. Donc c'est des solutions extrêmes par rapport à la psychanalyse urbaine du monde entier, face auxquelles on essaie de chercher des alternatives. Mais c'est sûr que les dangers, c'est la surpopulation, c'est l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique. Tout ça, ça risque d'arriver d'ici 5 ou 10 ans. D'après les experts qu'on rencontre, ils disent pour beaucoup que la fin du monde devrait commencer vers 2020. Mais que le monde pourrait rebasculer assez vite en s'inspirant de la guerre 40. C'est vraiment l'exemple de la guerre 40 qui est cité. C'est que les Américains, par exemple, ils ont mis au point une économie de guerre en 3 ans et ils ont carrément interdit la vente des automobiles particulières pour lancer tout le pays sur l'économie de guerre et changer complètement la société. C'est ce qu'ont fait les Anglais aussi en 3 ans, ils ont réussi à tout retourner. Donc ce qui se disait notamment chez Leicester Brown qu'on a été interrogé, c'est qu'il dit il suffit qu'avant 2020 vous faites 2017. En 2017, il y a quelqu'un qui présente un programme de société cohérent, et ben ça peut basculer en 3 ans, et en 2020, ouf, tout le monde a arrêté la voiture, plus personne ne mange de viande, il n'y a plus personne qui va en vacances en avion, tout le monde partage tout avec tout le monde, et tout le monde fait l'amour, on fait des produits à fort valeur ajoutée, et on sauve le monde. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire notre programme avant 2017. Pour éviter l'apoptose. C'est pour ça qu'on voudrait que vous nous aidiez, parce que le monde entier c'est quand même énorme. Ah. En plus de... Ah oui, tout à fait. Ah oui, on est parfait. C'est ce que j'ai expliqué. On peut basculer, mais il faut faire vite, parce que la fin du monde, ça va débuter en 2020. Enfin, je veux dire, au niveau de... Comment ça s'appelle, le gaz qu'il y a dans l'atmosphère, il y en a trop, je sais plus. Le CO2. Le CO2, si ça bascule pas avant 2020, bon bah c'est fini, hein. C'est plus la peine de faire des enfants.
Je suis désolé. Pour conclure, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des membres de la NPU avec lesquels vous avez travaillé. En premier lieu, peut-être la Corbusière. La Corbusière, on a travaillé avec elle sur Tours et elle nous a ouvert beaucoup de portes dans toute la France, en Europe, parce qu'elle avait un réseau de relations qui fait qu'on a été invité un peu partout. On a depuis 5-6 ans psychanalysé une cinquantaine de villes et de territoires. Fabien est là, agent de liaison. Charles Altorfer, il est à Strasbourg, c'est le project designer de la NPU. Il s'est rebaptisé Urbain l'Enchanteur. Il m'accompagne pendant les enquêtes, on fait les analyses ensemble, et lui il fait des projets. Il est champion de France de Photoshop, donc il fait des images d'archives en quelques secondes, enfin en une minute ou deux. Des projets, et il imagine des projets extrêmement convaincants qu'il va présenter dans le cadre d'un traité d'urbanisme enchanteur qui devrait sortir d'ici 1 an ou 2. Et à côté de ça, on a Hélène dans le sud, Camille en région parisienne, l'acupunctrice urbaine, on a un polyculturiste. Et tout à l'heure, j'ai proposé à mon père d'être calembourdier, c'est-à-dire il pourra faire des calembours sur les cas qui nous occupent. Je sais pas, il n'avait pas l'air d'être motivé, donc je le menaçais. Et en tout cas, voilà, on essaie d'ouvrir l'équipe au maximum. Vous êtes les bienvenus si vous avez des compétences. Le livre se termine sur la difficile évocation d'Alger, au passé douloureux. Quels sont les... Il y a une ville dont j'ai souligné l'évocation, c'est Jérusalem. C'est prévu. Alors, là, Fabienne, elle vient de nous dire que Beyrouth était intéressé. Ça nous rapprocherait. Ça va nous rapprocher, mais franchement, Jérusalem, ça nous fait beaucoup moins peur qu'Alger, parce que quand même, nous, les Français, on a bien lancé la névrose là-bas. C'est vrai qu'un jour que tout le monde s'excuse. Ouais, bah alors mais là, c'est vrai que Jérusalem, c'est évident qu'on doit passer par là. On aimerait bien aussi psychanalyser. En France, on voudrait arrêter de psychanalyser parce qu'il faut qu'on aille vraiment à l'étranger. Le Cameroun. Parce que le problème, c'est qu'il faut être en langue française. Et donc, sur les pays étrangers, on va travailler sur des collaborations. Là, c'est sur Naples avec un Italien. À Essen, en Allemagne, on va être avec des Allemands. On va aller à Lodz, Pologne. LODZ, je ne sais pas si je prononce bien. C'est Lutsch, ça se dit Lutsch. Super, vous connaissez, on pourra commencer à bosser. Lutsch. Il y a un très bon livre de psychanalyse urbaine qui pèse 2 kilos, là, qui s'appelle Microcosme, qui raconte le cas de Workflow. Je prononce mal aussi. C'est quoi? Je suis mort de soif. C'est la tradition. C'est en Pologne. Donc c'est lui, ce livre-là. Là, ça permet de comprendre la Pologne, parce que c'est vraiment un cas traumatique fantastique. Il faut du courage, il faut des vacances. Et après, vous pouvez caler une table facilement avec ça. Mais lisez-le avant, c'est vraiment un super bouquin. Et puis quoi d'autre? James Diamond, l'américain, le livre Effondrement, c'est extraordinaire, qui raconte comment des civilisations disparaissent. Puis tous les autres livres, ça m'a inspiré. J'en ai lu 90-95%. Et chaque fois, c'était un vrai bonheur. C'est vraiment des livres bien choisis. Vous faites un travail fantastique. Je voudrais qu'on l'applaudisse, lui.